Donc le sujet aujourd'hui, c'est la sérialisation. Alors ça peut paraître curieux de faire un détour par la sérialisation dans un cours de programmation réseau, mais c'est essentiel. Vous communiquez des choses, et donc quelles sont les informations que vous allez échanger entre ces différentes applications? On va voir que vous pouvez naturellement, ou assez rapidement, c'est peut-être pas encore naturel pour vous, mais ça reviendra une fois que vous aurez acquis les connaissances relatives à ce mécanisme, eh bien vous pourriez avoir envie d'échanger des objets. C'est-à-dire plutôt que de transporter des valeurs, je sais pas quoi, un entier, une chaîne de caractères, mais déjà, chaîne de caractères, c'est compliqué. On pourrait se dire, ah, tiens, est-ce que c'est pas une string Java? Mais je pourrais avoir envie de trimballer des objets Java à travers ma communication, faire d'autres choses, comme on verra plus tard. Et donc, comment est-ce que je fais pour trimballer des objets? C'est ça que ça veut dire, d'une machine Java à une autre. Il faut que j'arrive à transporter des objets. Alors, transporter des entiers, je vois à peu près comment ça marche. Il faut que j'envoie 32 bits, machin, je me mets d'accord sur le NBO, c'est-à-dire sur l'ordre des octets qui composent l'entier. Pour les objets, comment ça marche? Ça dépend des objets que vous voulez transporter, etc. Mais là, je vais m'attacher aux objets Java. D'autre part, vous noterez aussi que là, il y a un second nom sur le transparent. Armand. C'est mieux comme ça. Si vous voulez que je mette plus fort au fond, on doit pouvoir y arriver. Donc oui, il y a un second nom ici. C'est pour des raisons historiques. C'est moi qui faisais le cours l'année dernière, mais je n'ai pas pu terminer le cours. Et donc quelqu'un m'a remplacé, donc il est intervenu. Donc il a modifié mes transparents, je les ai remodifiés après, enfin etc. Et donc par respect pour lui, je le considère comme un contributeur de certains des supports qui défileront pendant ce cours. Donc notamment celui-ci sur la sérialisation. Donc je vais m'attacher à cette histoire de sérialisation, qui est le terme technique adéquat, même s'il y en a d'autres. Enfin, en tout cas, en Java, on parle de sérialisation, avec un Z, puisqu'on est dans le monde anglo-saxon. C'est à chaque fois... Je ne suis pas trop fatigué d'utiliser des termes français adéquats, enfin, sauf ceux qui ne sont pas raisonnables. Mais bon. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sérialisation? L'idée, c'est simplement d'encoder l'état d'un objet. Vous voulez transporter un objet d'un endroit à un autre, vous le figez, vous regardez dans quel état il est. C'est en prendre une photo, d'une certaine manière c'est figé. Et puis cette photo qui est censée décrire l'objet au moment où vous avez pris la photo, qui décrit entièrement l'objet. C'est plus qu'une photo, c'est une photo où vous voyez tout l'intérieur de l'objet, etc. Vous transportez cette description de l'autre côté, et puis grâce à cette description de l'autre côté, vous recréez un objet qui est exactement dans le même état. Donc s'il est exactement dans le même état, son futur sera le même que l'autre si vous agissez de la même manière, puisqu'ils partent tous du même état, qu'on est dans un monde déterministe, donc voilà, il n'y a pas de hasard, donc tout va bien. Ce qui est bien le cas, probablement la banque, vous avez ouvert votre compte en banque, à intervalles réguliers, elle change de système informatique, donc elle change de représentation des comptes en banque, donc elle a transporté vos anciens comptes en banque en des nouveaux, et peu importe comment elle s'y est pris, mais voilà, elle a certainement, d'une certaine manière, réalisé cette opération de figer votre compte en banque, transformer le système informatique et le transporter dans le nouveau système de compte en banque. Donc c'est ça la sérialisation. L'idée, c'est de vouloir... le mécanisme, c'est la persistance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez décrit l'objet dans son état, la description, elle est valable autant que vous la conservez. Donc vous pouvez le voir effectivement comme le fait d'avoir figé un objet. C'est pour ça que j'avais préféré dire figer, endormir ou congeler un objet, je ne sais pas. Et puis vous le réveillez quand ça vous semble, donc vous le décongelez. Vous le mettez dans le micro-ondes, et puis vous le décongelez de l'autre côté, et puis il se réveille. Okay, donc c'est ça qu'on appelle la persistance. Okay, pour l'instant, les objets, ils n'ont comme durée de vie que celle de votre application. Donc vous lancez votre application, les objets sont créés,
Vous tuez l'application, ils disparaissent. Donc ça, c'est problématique, évidemment. Les applications, on peut pas garantir, même si on souhaite qu'elles ne s'arrêtent pas, on ne peut pas garantir qu'elles ne s'arrêtent pas. Il peut y avoir des bugs, la machine peut s'arrêter, etc. Donc évidemment, le problème, c'est que si les objets sont des objets critiques au sens extérieur à l'application, si c'est votre compte en banque, vous ne voulez pas que l'argent disparaisse. Donc, c'est important de conserver ça sur des choses plus statiques, ou je ne sais pas quoi, dans des bases de données, ou gravées dans la pierre si vous voulez. Mais l'idée, c'est de rendre ces objets-là persistants. Donc la persistance, c'est le fait de vouloir transcender leur usage habituel. D'accord ? Leur usage habituel, c'est l'intérieur d'une application. Donc là, je veux transcender cette durée de vie. Alors, on peut d'ailleurs vouloir faire de la persistance pour plusieurs choses. Ça peut être pour transporter l'objet, le recréer plus tard, mais ça peut être aussi à des fins de conservation. On veut conserver des états précédents pour éventuellement pouvoir y revenir si on a fait des erreurs. Je ne sais pas quoi. Ceux qui viennent de Paris 7 savent qu'on fait du backtracking et des machins comme ça. Ceux qui ne viennent pas de Paris 7, probablement, normalement, savent aussi ce que c'est que le backtracking. Il faut revenir à des points précédents, en arrière, dans les bases de données, il y a toujours le même problème. Il faut revenir. Donc, eh bien, la persistance, c'est aussi un moyen de stocker l'état d'un objet à un instant T pour en faire ce qu'on veut. Alors ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de les stocker puis de les recréer dans une autre JVM. Les stocker ou de les transporter d'ailleurs après, une fois qu'on les a stockés. Alors, je peux les stocker dans un fichier, une base de données, ou évidemment les transmettre. Donc il y a plein de façons de transmettre les objets, on verra. Et puis in fine, plus tard, on verra aussi des RMI, qui est une autre façon en fait de transcender l'espace de l'application lui-même. Bien sûr, le mécanisme de persistance n'a rien à voir avec Java, c'est un mécanisme très général. Vous sauvegardez des données sur fichier, d'une certaine manière, c'est de la persistance. Quelles que soient ces données. Et puis, c'est indépendant des langages. Dans tout langage, il y a des besoins de persistance divers et variés. On ne fait pas juste, quel que soit le langage. Les langages sont prévus pour écrire des vraies applications, a priori. Donc, il y a des supports plus ou moins naturels de la persistance dans les langages, parce que les langages, eux, ils contrôlent, a priori, justement, la représentation des données. Donc, en Java, la JVM... disons, Java, le monde Java définit ce que c'est qu'un entier, ce que c'est qu'une string, donc elle contrôle exactement la représentation de ces données. Donc a priori, on peut espérer que cet environnement moderne fournit un moyen de sérialiser sans que moi j'ai à me poser la question de savoir comment est-ce qu'on code une string Java dans un fichier, etc. Bon, alors dans les autres mondes, bien sûr, dans .NET, vous avez de la sérialisation. En C++, par exemple, il n'y en a pas. En Camel, vous en avez. En Python, éventuellement, etc. Alors il y a d'autres noms pour ces mécanismes. J'ai appelé ça sérialisation, j'ai appelé ça persistance, on parle aussi de marshalling and marshalling. Ça c'est un terme qui est plutôt employé, on le verra dans les appels distants, quand on fera les RPC XDR, même si c'est un mécanisme un peu vieillot, mais il est intéressant à regarder. Ou de la linéarisation. La linéarisation, c'est exactement ça. Vous les rangez dans une suite d'octets linéaires, un truc qui est plutôt structuré. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, la question qu'on se pose, là, je vais rester dans le monde Java pour l'instant. Je ne fais pas de .NET, je ne fais pas de C++, je suis dans Java. Tout va bien, c'est un monde assez confortable. Et donc, je vais rester dedans pour l'instant. Quels sont les objets Java qu'on peut sérialiser? Alors, la réponse est triviale. C'est que vous pouvez sérialiser tout objet qui implémente l'interface sérialisable. Bon, c'est une définition, d'accord, évidemment. Et sérialisable, un objet qui implémente l'interface sérialisable. Vous pouvez regarder ce que c'est que l'interface sérialisable. Si vous essayez de regarder ce que c'est que l'interface sérialisable, je dois avoir quelque part la documentation. Alors, où est-ce qu'elle est sérialisable? Bien sûr, elle n'est pas là-dedans. Voilà, elle est dans Java I.O., donc entrée-sortie, puisque l'idée c'est d'enregistrer des objets. Donc, et si vous regardez l'interface sérialisable, vous constaterez, donc ok, il y a une description assez longue, enfin disons il y a plein de blabla sur sérialisable, parce que c'est pas complètement trivial, même si je vous expliquerai pas tout. Et vous êtes donc, puisque c'est une interface à la recherche des méthodes que cette interface impose à ceux qui déclarent aux classes qui déclarent implémenter cette
interface, et pas de méthode. Donc en fait, c'est très simple. Pour être sérialisable, il n'y a rien à faire si ce n'est que dire implémente sérialisable. Et là, c'est la magie, votre objet est sérialisable. Donc finalement, c'est assez simple. Ça veut dire que c'est un mécanisme fortement inclus dans Java. Ok ? Alors, il faut faire attention quand même, il y a des objets pour lesquels ça n'a pas de sens d'être sérialisable. Ou sérialisé. Donc la plupart des objets Java, si vous regardez dans la documentation, presque tous les objets Java, il y en a même, ça vous surprendra certainement, mais c'est pas grave, ils sont sérialisables, sauf quelques-uns pour lesquels évidemment ça n'a pas de sens. Alors, quels sont les objets pour lesquels ça n'a pas de sens? Je sais pas, trade. C'est un peu étrange de sérialiser un trade. Ça voudrait dire que vous voulez transporter un trade d'une machine à une autre. C'est un peu étrange. On pourrait trouver ça, ça existe, il y a des mécanismes systèmes, il y a des systèmes dans lesquels on accepte de faire de la migration de trade ou de la migration de processus. C'est un peu en dehors des données, là. On est plus dans le monde de l'exécution, et donc dans le monde de l'exécution, c'est pas... Disons qu'en Java, c'est pas ce qu'on a envie en premier. Donc c'est pas du tout évident, en fait, on aurait beaucoup de bénéfices à sérialiser un trade. C'est pas beaucoup plus lourd de le recréer, donc de l'autre côté, donc pas de souci. Il y a des choses qu'on ne peut pas sérialiser, ça n'a pas trop de sens de sérialiser un input stream, par exemple. Un input stream, c'est un objet sur lequel vous êtes en train de lire. Donc vous êtes sur une JVM, vous êtes en train de lire un fichier. Qu'est-ce que ça voudrait dire de transporter cet input stream de l'autre côté de la Terre? De l'autre côté, le fichier que vous êtes en train de lire n'a pas forcément d'existence, donc c'est un peu étrange. Donc c'est pareil. On pourrait chercher un sens, mais c'est pas vraiment, c'est pas évident. Donc voilà, il y a quelques objets pour lesquels, sans surprise en fait, si on y réfléchit, ils ne sont pas sérialisables. Alors comment ça marche la sérialisation? Ça c'est simple en fait, on résout comme d'habitude le problème en petits bouts. On décompose le problème en problèmes plus élémentaires. Et puis vous voulez sérialiser un objet. Donc un objet c'est quoi? C'est une collection d'attributs. Ok, il y a les problèmes du code qui correspondent à cet objet, c'est-à-dire les méthodes, les machins, mais ça je m'en fiche parce qu'en réalité le code il n'appartient pas aux objets. Je ne sais pas les autres enseignants, mais moi j'ai habituellement la manie de... Attendez, je me rends compte que je crois que j'ai oublié d'enlever l'économiseur d'énergie, donc sinon on va être embêté, voilà. Donc j'ai pour habitude de dire qu'en fait, une bonne façon de réfléchir aux objets, c'est de les voir vraiment comme la collection complète. Donc je fais une sorte de patate, je dessine une patate comme ça, et puis je dis, un objet, c'est un machin dans lequel il y a les attributs. Il y a tous leurs attributs, là, ce sont des variables. Okay, attribut 1, attribut 2. Et puis, il y a le code de toutes les méthodes. Il y a la méthode F avec son code, il y a la méthode G avec son code. Bon, bien sûr, je mens quand je fais ça, mais c'est une bonne façon de voir. Même si elle ne colle pas à la réalité, c'est une bonne façon de comprendre comment les objets. Pour la sérialisation, pour le coup, effectivement, il faut que je dise quelques mots supplémentaires sur la réalité de cette chose-là. Bien sûr, dans chaque objet, d'une même classe, il n'y a pas une copie de la fonction f dans tous les objets, sinon. En tout cas en Java. Ça n'est pas le cas. Donc comment est-ce qu'on fait en réalité ces fonctions? Bien sûr, elles sont cachées dans la classe. Comme on connaît la classe de tous les objets, on va chercher la méthode dans la classe et tout va bien. Puis on fait l'association entre l'objet lui-même et puis le fameux attribut 10 des méthodes qui permet d'associer l'objet courant. Bon, ok. Donc ce qui m'intéresse en fait des objets, c'est pas tellement ce qui est dedans et de l'ordre du code. Maintenant mes objets, en fait, ce qu'ils contiennent réellement, c'est-à-dire la mémoire associée aux objets, c'est essentiellement la mémoire associée aux attributs de cet objet. Donc si je veux sérialiser mon objet, ça veut dire qu'il faut que je sérialise les attributs de mon objet. Donc je décompose le problème en sous-problèmes. Et je vais bien finir par tomber sur des objets élémentaires. Ok? Alors bien sûr, ça en cascade des effets importants. C'est-à-dire que si vous voulez sérialiser un objet, il faut sérialiser les attributs, tous les attributs de cet objet, quel qu'il soit. Donc si un objet contient, simplifions, un autre objet ou je ne sais pas quoi, il faut que cet objet inclus lui-même soit sérialisable. Jusqu'à redescendre, on finit par descendre sur quoi? Au bout du compte, sur des types élémentaires. Sur des types primitifs, entier, byte, short, char, long, float, double, boolean. Ça, c'est les types primitifs. Bon.
ces types primitifs, ça, j'ai pas trop de problème à les sérialiser parce que c'est défini, c'est-à-dire que le codage dans toute machine Java, dans toute JVM des entiers, c'est le même. C'est 32 bits signés en complément à 2 avec une représentation que je ne connais pas mais qui est prédéfinie dans toutes les machines Java. Je ne sais pas si c'est Big ou Little Endian, mais c'est le même pour toutes les machines Java. Puis pareil pour tous les autres types de données, short, long, etc. Ok? Alors évidemment, il y a un autre problème avec ça, c'est que très bien, je veux sérialiser cet objet, il faut que je sérialise tous les attributs. Le malheur, c'est que peut-être qu'un des attributs de ces objets-là n'est pas sérialisable. Soit parce que c'est une classe que je n'ai pas voulu rendre sérialisable, soit c'est parce que c'est une classe de Java que j'utilise et qui n'est pas sérialisable. Peut-être que là-dedans, j'ai caché, dans mon objet, j'ai caché un input stream, et les input streams ne sont pas sérialisables. Donc comment est-ce que je m'en sors? Il faut que je dise quelque chose de particulier sur ces attributs. Et vous avez un mot-clé Java, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, mais qui est ici, qui est le mot-clé transient. Transient, qui est un mot-clé Java qu'en général on laisse de côté le plus longtemps possible, on se débarrasse du problème, on ne veut pas expliquer à quoi ça sert. Ça sert entre autres, pas que, ça sert entre autres à la sérialisation Java. Donc sa sémantique, et bien sûr, c'est que si vous avez un attribut qui est marqué comme transient, donc vous avez, je sais pas quoi, un private int i, et que c'est en fait un private transient int i, donc vous avez le droit de mettre des tas d'attributs comme ça, vous avez le droit à public, statique, je sais pas quoi, d'autres choses, d'autres qualificateurs pour les attributs, eh bien vous avez cet attribut transient. Transient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez sérialiser l'objet, la partie transiente est ignorée. Ça veut dire que ça, c'est une partie que vous ne voulez pas transmettre. Ça peut être raisonnable. Hein. Vous pouvez n'avoir envie de transmettre que des choses utiles. D'accord? Donc, soit vous mettez transient sur un attribut qui n'est pas sérialisable, parce que par nature, il ne peut pas l'être. Donc là, vous êtes obligé de faire transient, de le déclarer comme transient. Soit c'est un attribut qui est quand même sérialisable, hein, mais que vous n'avez pas envie de transporter, parce que celui-là, il n'a pas vraiment de sens à être transporté. Il pourra facilement être reconstruit, par exemple. Et le coût de le transporter est peut-être trop lourd par rapport à son coût de reconstruction. Je ne discute pas tous les cas, je ne peux pas illustrer tous les cas, mais voilà. Donc, transiente, ça sert à ça. OK? Bon, alors, bien sûr, il faut aussi définir un ordre sur les attributs qui vont être sérialisés. Dans quel ordre vous le faites? J'ai pas envie de me préoccuper de la question. Moi, je suis un programmeur, j'ai pas envie de savoir, d'avoir tous les détails de ce qui se passe dans ma machine. Donc, ce que je veux, c'est avoir la garantie que l'objet va être sérialisé, que je pourrai le relire correctement. Java, elle se définit un ordre de sérialisation des composés des composants dans un composé. Vous avez un composé, il faut sérialiser des composants. Dans quel ordre? Il y a un ordre Java. Et bien sûr, l'ordre de dégel, de réveil, de désérialisation, d'unmarshalling, c'est l'ordre inverse du marshalling, de la congélation, etc. OK? Alors, la question, c'est quelle est la représentation qu'on a pour la sérialisation? Alors, il y en a plein, des possibles, des sérialisations. Autrement dit, c'est si j'observe l'objet figé, sa description, la photo, ou je sais pas quoi, ou la description dont j'ai parlé tout à l'heure, ce que je veux, c'est enregistrer une description complète de l'état de l'objet à un instant T. Cette description, elle a quelle forme? Alors voilà les formes que vous voulez. Hein. Vous pouvez sérialiser à votre manière, vous pouvez utiliser des trucs standards, des trucs moins standards, ou je sais pas quoi. Alors il y a des choses, par exemple, peut-être vous connaissez le nom des technologies, certaines des technologies qui sont là, comme SOAP. J'ai oublié à quoi correspond exactement l'acronyme, mais ça doit être un truc du genre Simple Object Access Protocol. C'est quoi ce machin-là? C'est des technologies web là, qui permettent d'accéder à des méthodes d'objets via le web ou je sais pas quoi. Je fais des raccourcis violents, pour ceux qui connaissent ça, ils vont encore trouver que j'exagère, mais il faut que je fasse des raccourcis de temps en temps. Donc l'idée c'est en gros, vous voulez opérer, déclencher des méthodes sur des objets. Donc il faut dire quelle est la méthode que vous voulez appeler sur l'objet, quelles sont les valeurs des paramètres, blablabla. Enfin, il faut dire ça, mais vous voulez le faire à travers le web. Donc vous avez une application Java qui est accessible à travers le web, et puis vous voulez envoyer des données pour dire je veux appeler une méthode.
Donc comment est-ce que vous faites? Il y a par exemple SOAP pour faire ça. Donc SOAP, c'est quoi? En gros, c'est une description XML. XML, normalement, vous devriez connaître. XML, c'est un langage de description, donc qui permet de décrire des données structurées. Seulement, vous savez que XML, c'est un poil volumineux, un poil verbeux, je ne sais pas quoi. Donc, ok, il y avait XML SOAP qui permet de faire ça. Donc évidemment, ça c'est lisible par un être humain, c'est pas très agréable, mais c'est lisible, hein, c'est du texte. Voilà, avec des balises XML, et qui vous disent, là, c'est le nom de la méthode, là, c'est le nom du paramètre, là, c'est la valeur du paramètre, blablabla, donc c'est super lourdingue, quoi, puisque c'est du XML. Mais, ok, c'est lisible. Vous avez une version avec du XML binaire, vous pouvez encoder du binaire dans du XML, par exemple, ou des choses comme ça. Ou alors, vous pouvez encoder des données dans du JSON. JavaScript sait faire ça. Hein, dans du YAML, dans du XDR, on verra XDR, c'est l'historique C. Et quand on fera les couches C de communication réseau, on en profitera aussi pour essayer de voir tous les équivalents en C de ce qu'on a vu en Java et voir que les mécaniques, parce que là on est obligé de remettre les mains vraiment dans le cambouis sévèrement en C, on verra quelles sont les mécaniques derrière les XDR, enfin justement derrière ces histoires de sérialisation. Comment est-ce qu'on transmet des données? Et puis, vous avez tous les formats binaires spécifiques que vous voulez qui sont prédéfinis par des environnements particuliers. En Java, en fait, il y a un format binaire spécial pour transporter un entier, pour transporter un je sais pas quoi. J'ai pas besoin de le connaître au quotidien. Si j'ai besoin de communiquer d'une machine Java à une machine Java, je m'en fiche, elles se comprennent, donc tout va bien. Évidemment, c'est plus subtil si je veux parler, si je veux transporter un objet d'une machine Java à une machine, enfin à un programme C++ ou à un programme, je sais pas quoi, Ruby ou... C'est pas impossible de le faire, mais bien sûr, il faudrait que je trouve quelque chose qui soit plus large que le codage Java. Quelque chose qui dépasse le codage Java. Donc il y a des formats binaires spécifiques, et puis tous les formats que vous pouvez inventer si ça vous plaît. Alors voilà une classe sérialisable, ça c'est facile. Hein. Donc c'est, moi c'est François qui avait récupéré, François Armand. Moi j'aime bien recréer les exemples tout seul dans mon coin, et lui il aime bien prendre les exemples standards du web et puis les trifouiller. Donc, ça c'est un exemple qu'on peut trouver sur le web, il est légèrement modifié, je ne sais plus, mais moi j'ai remis les mains dedans, peu importe. Mais... Donc vous avez en haut la référence du tutoriel Java qui concerne les histoires de sérialisation, pas certains détails de la sérialisation. Dans lequel il y a un exemple, voilà, il y a une classe qui ne sert pas à grand chose, mais c'est une classe toute bête, vous voyez, elle a un constructeur, enfin elle a un attribut qui est une string, elle a un constructeur qui prend une string, et puis elle a une méthode toString, rien de bien mystérieux. Simplement, on veut pouvoir transporter ce type d'objet, donc l'enregistrer dans un fichier, le transporter sur le réseau, je ne sais pas quoi, le ranger dans une base de données, ce que vous voulez. Eh bien, pour le rendre sérialisable, c'est facile, c'est comme indiqué tout à l'heure, la grosse flèche rouge suffit à elle-même. Implément sérialisable, c'est gagné. Et il se trouve que string elle-même est sérialisable, donc j'ai pas de souci. Si je regarde en Javalang, la classe Javalang, je prends string, et il n'y a pas de souci. On m'explique bien que la classe Javalang est sérialisable, donc j'ai pas de problème. Je ne cherche pas à savoir comment c'est sérialisé, ça veut dire que je peux inclure des strings dans toute classe sérialisable, j'aurai aucun problème. Alors, je peux éventuellement déclarer cette propriété comme étant transiente, si je veux ne pas transporter cet attribut-là, mais là, en l'occurrence, je veux le transporter. Donc je vais le laisser tel que. Donc vous voyez la première modification, si j'ai besoin, disons, si j'ai pas besoin de me poser la question, si j'ai pas envie de me poser la question, dans un premier temps, c'est souvent ça qu'on fait, sur qu'est-ce qui doit être sérialisé à l'intérieur d'un objet, vous laissez faire. La plupart des choses que vous utilisez le sont, donc tant mieux. La seule modification à faire, c'est implement sérialisable sur la classe. Et ça, vous pouvez le faire sur toutes les classes, puisque c'est implement, c'est donc vous n'êtes pas lié par l'héritage simple de Java. Donc maintenant, comment est-ce que je fais celui-ci, c'est celui-ci qui va sérialiser. Donc ce bout de code-là, c'est celui qui va sérialiser les objets. C'est-à-dire qu'il va les ranger. Il va en prendre la photo, il va mettre cette photo quelque part. Donc
ont été créés quelques objets ici. Donc vous voyez, la classe junk a été instanciée 3 fois, avec les paramètres qui vont bien, A, B, V, je sais pas, peu importe. Et puis on a voulu sérialiser ces objets, c'est-à-dire les ranger quelque part, et là on a pris le choix le plus simple, j'ai voulu les ranger dans un fichier. Je veux ranger ces objets dans un fichier. Avec le codage Java, je ne veux pas me préoccuper moi-même de faire le codage élémentaire. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien j'ai créé un file output stream. Donc ça me permet de créer un fichier qui porte le nom junkobject.bin. Ok. Et puis, toujours pareil, un file output stream, vous ne pouvez pas faire grand chose avec, quoi. Il n'y a que les méthodes très ordinaires d'écriture. Là, ce que je veux, c'est écrire des objets. Eh bien, vous avez un output stream spécial pour faire ça, qui s'appelle, devinez comment, Object Output Stream. Donc très bien, je prends un Object Output Stream, et puis, comment je le construis? Toujours avec la même mécanique, hein. J'ai mon file output stream, eh bien, je construis autour un Object Output Stream. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un objet... Mon object out, c'est celui-là. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? À l'intérieur, il y a mon objet qui est le file output stream. Donc quand je vais essayer de faire un write object, on va lancer un objet, parce que a priori, object output stream, c'est un flux de sortie sur lequel je peux balancer des objets. Donc, très bien. Donc quand je vais balancer des objets, c'est que probablement il y a une méthode writeObject ou write qui prend un paramètre, writeObject, ça tombe bien, qui prend en paramètre un objet. Et bien ça va faire appel à quoi? Ça va faire une série de write, je sais pas quoi, des writes de base de file output stream, c'est-à-dire écrire la suite correcte des octets qui vont bien pour coder tous les types de bases et les types compliqués de la machine Java. J'ai déjà expliqué cette mécanique. Donc j'écris les 3 objets, hein. Objet 1, objet 2, objet 3. Bon, puis j'ai simplement affiché ici à la fin les 3 objets. Je vais faire ensuite, je vais reprendre ce code-là, je vais le compiler rapidement, puis on va voir si ça marche. Mais normalement, ça marche. Et il m'arrive parfois de faire des modifications sur le slide lui-même. Ça marche pas à tous les coups, mais souvent. Et puis là, j'ai la version symétrique, c'est la version lecture. Maintenant, ma machine Java s'est arrêtée, j'ai même éteint mon ordinateur, je suis parti en vacances 15 jours, je reviens, j'ouvre l'ordinateur, je redémarre. Je veux faire réapparaître ces objets que j'avais endormis. Je les avais rangés dans un fichier, je veux les faire réapparaître. Donc, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire que je me crée un file input stream pour lire, et à partir de ce file input stream qui sait lire que des bytes, qu'est-ce que je fais? Je construis un object input stream. Selon le mécanisme, au lieu de faire des write, quand vous allez faire un read object, il va faire la série de read bytes qui va bien. Ok, si ça marche bien, bon alors là j'ai compté le nombre d'objets, mais j'aurais pu très bien charger tous les objets qui étaient dans le fichier, mais là j'ai fait vraiment l'exemple super ridicule, j'en mets 3 et j'en ai... Très bien. Qu'est-ce que je fais? C'est simplement object in, donc cet objet, cet object input stream, j'utilise la méthode readObject. Et devinez ce que fait readObject, elle décode tout ce qui va bien, et elle me rend quoi? L'objet que j'avais enregistré. Le problème, c'est que readObject, c'est une méthode générique. Elle est capable de lire n'importe quel objet que j'ai pu enregistrer. Donc le type de retour de readObject, c'est bien entendu object. Ça ne peut pas être autre chose si vous y réfléchissez. On ne peut pas deviner a priori, au moment où on a créé cette méthode de readObject, deviner quel était le type de la valeur de retour de cette méthode. C'est pas possible. Alors, je reviens sur Java.io, je vais dans Object Output Stream. Object Input Stream, pardon. Et je vais trouver la méthode readObject. Où est-ce qu'elle est readObject? Voilà, readObject. Donc readObject, c'est bien une méthode qui me renvoie un object. Au même titre, je ne l'ai pas dit, mais au même titre que writeObject, elle prenait n'importe quel objet. Donc ça tombe bien, parce que de toute façon, objet, c'est in fine la superclasse de n'importe quelle classe Java, donc ça veut dire que vous pouvez écrire tout. Alors, il y a des petites choses quand même qu'il faudrait remarquer. La première chose, c'est, avant de faire l'exemple, avant d'exécuter l'exemple et vérifier que ça marche bien, je vais d'abord regarder Object Output Stream.
Alors dans Object Output Stream, je vais regarder la méthode WriteObject et je vais constater quelques petites choses importantes. Bon, ok, un Object Output Stream, ça sait faire des tas de choses comme vous voyez. Donc ça sait écrire des bytes, ça sait écrire des je sais pas quoi, des doubles, des machins. Mais ça sait surtout écrire des objets. Donc WriteObject, Object. Donc je vais regarder la documentation de ce WriteObject et je m'aperçois, bien entendu, qu'une exception peut être levée. Ok? Et dans la documentation, on m'indique quelles sont les exceptions qui peuvent être levées. Alors, il y a deux exceptions qui peuvent se produire. Bon, celle-là, elle serait bizarre, hein, c'est que vous faites vraiment des choses bizarres, mais peu importe. Oublions celle-ci, là, la invalid class exception. Quand vous avez des invalid class exceptions, vraiment des trucs très étranges. Ok, celle-là, normalement, vous ne devriez pas la rencontrer. Bon, peu importe. Mais il y a la standard IO exception, qui elle est quoi? Bah, là, vous avez un problème avec le fichier qu'en dessous, vous n'arrivez pas à écrire dedans. Un problème classique d'entrée sortie. Vous avez ouvert un fichier, mais ça ne marche pas, il ne passe sur le disque. Et il y a une autre erreur qui est intéressante, hein. C'est not serializable exception. Bien sûr, si vous essayez de faire un WriteObject avec un objet dont la classe n'est pas serialisable, devinez quoi? Ou vous essayez d'écrire un objet dont la classe est serialisable, mais dont un des attributs par exploration n'est pas serialisable, bah, vous prenez en pleine figure l'exception. Hein. Il faut que tous les objets atteignables à partir de cet objet-là soient serialisables ou transients. Donc vous prenez dans la figure not serialisable exception. Ok. Vice versa, côté lecture, vous avez un autre souci, lui. Vous avez un autre souci en lecture. Alors, object input stream. Regardons la méthode readObject. Elle a d'autres exceptions. Il en a un certain nombre. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors bien sûr, il y a le grand standard qui est le IO exception qui est ici. Je ne sais pas si c'est super lisible pour vous à chaque fois, pardon. Peut-être c'est un peu plus lisible comme ça. Donc, readObject, voici les exceptions qui peuvent être levées. Bon, il y a toujours le IO exception, ça c'est normal, hein. Vous essayez de lire dans un fichier, mais c'est pas possible, ça marche pas. Vous n'arrivez pas à lire dedans, ok. Et puis il y a d'autres problèmes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous essayez de lire un objet. Celle-là, elle est importante. Vous allez la rencontrer assez souvent, celle-là. Si vous faites les choses correctement. C'est le class not found exception. C'est-à-dire que vous essayez d'enlever un objet. Hein. Là, l'opération readObject, ça consiste à sortir un objet du congélateur et à le faire revivre. Mais pour faire ça, il faut que votre machine Java qui fait ça connaisse la classe de l'objet. C'est pas évident, c'est une erreur que vous pouvez facilement commettre. Vous avez enregistré un objet ici sur une des machines de l'UFR, vous trimballez cet objet dans son fichier, là, sur votre clé USB, vous essayez de le réveiller de l'autre côté, sur une autre machine, Java, et je sais pas quoi, en Australie. Qu'est-ce qui vous dit que l'environnement dans lequel vous essayez de réveiller cet objet connaît la classe de l'objet? Vous avez juste la sérialisation de l'objet, vous n'avez pas sa classe. Ce que vous transportez, c'est juste l'état de l'objet, pas sa classe. Mais pour le faire fonctionner, l'objet, il faut sa classe. Donc il faut faire attention. Il faut que la classe soit connue. Alors on ne transporte pas les classes aussi facilement. Hein, mais je reviendrai peut-être plus tard sur ces histoires de transmission de classes, mais ça veut dire qu'il faut vous débrouiller, la classe, il faut la transmettre. C'est comme ça. Bon, puis il y a d'autres trucs, évidemment. Le fichier est corrompu de façon diverse et variée. Hein. Quelqu'un s'est amusé à remplacer un octet en plein milieu du fichier par un truc qui n'était pas attendu. Bah, vous pouvez obtenir un fichier corrompu. Donc évidemment, vous avez des exceptions relatives à ça. Donc le point important, c'est pour écrire, il faut que les objets soient sérialisables, sinon vous prenez en pleine figure les exceptions correspondantes. Deuxième truc, c'est quand vous réveillez les objets, il faut que vous connaissiez la classe. Il faut que celui qui réveille, la machine Java qui réveille, connaisse la classe, ou ait accès à la classe. Peu importe. Soit elle est en local, soit elle est accessible à distance à travers un mécanisme, je ne reviens pas sur ces mécanismes de chargement de classe, mais qui sont un peu compliqués en Java. Mais en tout cas, vous avez besoin de ça. Alors, on va essayer de faire la manip. On va essayer de créer ces petits machins. Où est-ce que je vais me mettre
devrait être assez gros. Comment elle s'appelle celle-là? Donc, on va récupérer ce petit bout de code et puis on va faire le test. Il me faut la classe junk et puis serout. Je sais plus comment elle s'appelle. Serout. Et puis il me faut juste la classe junk, donc allons-y. La classe junk, il n'y a pas grand chose. Hop. Ok, donc on va compiler tout ça. J'y vais un peu brutalement, ça n'a aucune importance. Ok, tout marche bien. Donc j'ai bien à ma disposition tout ce qui va bien. Hein. Ça c'est un autre truc qui traîne. C'est pas grave. Donc j'ai mes différentes classes, donc je vais pouvoir exécuter. Alors la première chose, c'est ce que je vais faire, c'est évidemment créer le fichier qui contient la sérialisation de 3 instances de junk. Donc je vais exécuter serout. Bon, pour l'instant, je n'ai pas reçu d'exception dans la figure. Apparemment, ça marche bien. Donc, je vais pouvoir regarder ce fameux fichier. Je ne sais pas comment il s'appelait. Comment il s'appelait? Junk object. Très bien. Voilà, j'ai un fichier qui est ici. Vous pouvez avoir la tentation de regarder ce qu'il y a dedans. Ça ne va pas vous donner grand-chose. Hein. C'est un codage des objets junk. Donc, il y a sûrement des trucs qui ne sont pas à destination des êtres humains. Hein. C'est un codage pour machine à machine. Donc, je dis pas que c'est pas possible humainement de décoder ce machin-là, mais je peux regarder ce qu'il y a dedans. Vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà. Alors, on va sûrement repérer des petits trucs. Il y a plein de chiffres qui vous disent rien, évidemment, parce que c'est... Bon, on voit quand même junk, donc quelque part a été codé le nom de la classe. Il faut bien dire que ce qu'on a codé, c'est des objets junk, donc très bien. On va retrouver des machins comme ça. On retrouve des trucs, hein, on a retrouvé aussi le, je sais pas quoi, le Java, lang, string, là, qui traîne. Après, il y a des trucs un peu étranges, mais on repère aussi le A, le B, et puis le V. Hein, vous vous souvenez qui sont les chaînes de caractères qui ont servi à créer junk. Le premier junk, c'était avec la chaîne A, le deuxième avec la chaîne B, le troisième avec la chaîne V. Bon, ok, alors je suis pas... là, ça, je sais qu'en fait, c'est une chaîne de 1 caractère, donc j'ai 1 V, 1 B, 1 A. Pour le reste, il va falloir travailler un peu pour comprendre de quoi il s'agit. Bon, c'est pas très grave. En fait, je m'en fiche. Je me suis pas préoccupé de savoir comment ce codage fonctionnait. Quand j'ai programmé, il n'y a aucune raison de savoir comment ce codage fonctionne si j'ai même pas programmé l'application. Je récupère ce fichier, ça ne me regarde pas, je m'en fous. C'est à destination d'une application. Donc, on va essayer de réveiller ces objets-là. Ils sont enregistrés dans un fichier. J'éteins ma machine, je reviens le lendemain. On a fait un saut dans le temps. Eh bien, je vais essayer de les lire. Donc, j'exécute ser in. Alors, oh magie, objet numéro 1, A, B, V. Très bien. Je suis content. J'ai réussi à réveiller mes 3 objets. Ils auraient pu être bien plus compliqués. Ça n'a aucune importance maintenant. Une fois que vous avez réussi à sérialiser les objets, ils se réveillent, enfin, modulo les problèmes de lecture, les je sais pas quoi, ils se réveillent sans aucun problème. Donc, j'ai bien transporté d'une machine Java du passé 3 objets dans une machine Java dans le futur. Bien sûr, je peux les réveiller dans l'état dans lequel ils étaient. Je peux le faire autant que je veux. Hein. Bien sûr, c'est comme un point dans le passé, quoi. Je reprends dans le passé ces 3 objets-là. Alors, je peux tenter une expérience pour dire que c'est assez facile, en fait, de se tromper. C'est que maintenant, on va imaginer que j'ai bien 2 parties. La partie qui crée le fichier, enfin, qui crée les objets, qui les enregistre dans un fichier. On transmet le fichier sur une clé USB, et puis on se réveille de l'autre côté on est de l'autre côté de la planète. Et puis on essaye de réveiller ces objets. Donc je vais simuler ça avec 2 environnements différents. C'est-à-dire je vais imaginer que je suis ailleurs. Alors je vais faire ça dans 2 fenêtres. Vous allez voir. Alors, je vais me créer un autre... qu'est-ce que je vais faire?
C'est assez simple. Non, qu'est-ce que je fais là? Pardon. Ça vous rend pas les choses plus lisibles. Donc allons-y, comme ça. Donc je vais me créer un autre répertoire en fait. Hein, c'est ça que je vais faire. Je vais l'appeler je sais pas quoi. Je suis en Australie, donc hop. Je fais un saut en Australie. Donc ça, hein, là j'ai deux fenêtres. Une qui est ici, là, aujourd'hui, sur Paris, dans TMP. Puis je suis à un autre endroit, ailleurs, en Australie, ici. Alors évidemment, en Australie, ce qu'il me faut, c'est la partie lecture. Donc il me faut la fameuse classe ser_in. Ok? Donc je vais me la prendre. Donc je suppose que j'ai récupéré la classe ser_in. Voilà. Donc voilà, je suis en Australie. J'ai mon application ser_in.class. J'ai besoin que de ça. Hein. Si vous voulez transporter une application, il vous suffit de transporter les points classe. Donc je crois que mon application n'a besoin que de ser_in. Bah, très bien. Alors, je vais supposer maintenant, je vais simuler le fait qu'on a transporté ce fameux fichier. Donc, je vais transporter ce fichier qui était ici aujourd'hui à Paris, je vais le transporter en Australie. Donc, comment il s'appelait ce fichier? Dans la mémoire. Junk object. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai ce qu'il faut. Ok, j'imagine qu'on m'a refilé ce fichier. Bah, je vais essayer d'utiliser ser_in pour lire le fichier junk object. Et je me prends une exception dans la figure. Si je décode l'exception, c'est bien readObject qui a posé problème. Hein. Donc c'est en ligne 10 de ser_in.java, on pourra éventuellement vérifier dans le cours, dans le code source. Mais c'est readObject. Et qu'est-ce que je retrouve? Je décode. Donc ça c'est une seule erreur, hein, bien sûr. L'erreur, c'est que il n'a pas été foutu de retrouver la classe junk. Ah, c'est normal, hein, j'avais pas transporté la classe junk. Ce programme ne peut pas fonctionner si j'ai pas la classe junk. Pour faire fonctionner les objets, il me faut leur classe. Il n'y a pas le choix. Donc c'est une erreur assez fréquente. Vous voyez, dès que vous allez avoir deux parties, vous allez faire de la communication réseau, je sais pas quoi, en TP, un jour, ou je sais pas quoi, et donc vous aurez bien deux parties, des vrais clients avec des vrais serveurs, sur des vraies machines différentes et tout ça, puis vous allez fréquemment oublier de transporter le point classe qu'il fallait, voilà. Donc ça, c'est une erreur très fréquente, dès que vous allez transporter des objets et vouloir les sérialiser, vous allez être confronté à ce problème-là. Ok? Alors, ça, c'est la sérialisation de base. Vous voyez qu'elle est quand même relativement simple. Hein. Ok, j'ai des conditions à respecter qui sont des conditions d'environnement. Faut que je mette les bons implements, faut que je transporte bien les bons fichiers, machin, mais ok. Mais ça pourrait ne pas convenir. Hein. Par exemple, mon problème des transientes. C'est gentil, hein, ces objets, hein. Je les ai sérialisés, sauf toutes leurs parties transientes. Quand je les réveille de l'autre côté, ils sont bien de la classe qui était celle de la classe d'origine, et donc quand je les ai réveillés, bien sûr, ils ont leur attribut transiente. Mais la valeur de cet attribut-là n'a pas été transportée. Comment je fais? Ça peut être ennuyeux. Je peux avoir des raisons importantes de ne pas vouloir les transporter, cette partie transiente. D'abord, je peux avoir des raisons techniques qui m'empêchent de les transporter. Ça, c'est déjà un point, on ne peut pas y couper. Puis, je peux, moi, avoir envie de ne pas transporter certains objets, quand bien même ils seraient sérialisables, certains attributs. De l'autre côté, je vais en avoir besoin. Pour que mon objet soit complètement fonctionnel, il faut bien que ces attributs aient une valeur cohérente, enfin, qu'ils correspondent à quelque chose. Donc, comment est-ce que je fais? Il me faut un contrôle plus fin. Ok? Alors, je peux vouloir faire des choses avec les transientes. Donc les réinitialiser, les initialiser, ou je sais pas, ce genre de choses. Je pourrais vouloir lire ou écrire dans un ordre différent. Je peux avoir envie de contrôler et ne pas écrire AT1 après AT2 ou AT2 après AT1, enfin j'en sais rien, je peux avoir envie de contrôler ça. Et puis voilà, je veux un contrôle plus fin de la sérialisation. Point. Ok? Alors il y a une façon assez simple de faire ça. C'est que si vous avez un objet sérialisable,
vous avez la possibilité de lui adjoindre dedans, de lui rajouter dedans des méthodes privées. Read object et write object. Donc vous avez votre objet junk, vous faites implément sérialisable, ça ok, vous avez la sérialisation par défaut. Si vous voulez contrôler exactement ce qui se passe dans la sérialisation, alors c'est normal, ce que vous voulez c'est contrôler la sérialisation de la classe junk. Ce que vous allez faire, c'est dans cette classe junk, mettre des méthodes spéciales qui seront utilisées par le mécanisme de sérialisation. Et ces méthodes sont comme... oui, c'est object input stream et puis write object, object output stream. Je vais corriger ça tout de suite. C'est les joies du coupé-collé. Hein. Voilà. Donc, si dans votre objet, vous avez mis une méthode readObject, object input stream, quand vous allez le lire, ce n'est pas la lecture par défaut qui va se produire, c'est cette méthode qui va être appelée. Et puis, vice-versa, quand vous voulez écrire un objet, si jamais cette méthode writeObject existe dans l'objet à sérialiser, dans la classe de l'objet à sérialiser, c'est cette méthode qu'on va appeler. Et donc, ça veut dire que le mécanisme de sérialisation, il vous rend le contrôle si vous le souhaitez. Il vous le rend de contrôle simplement en vous autorisant à définir ces méthodes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc c'est la même classe junk bis, ok, très bien. On a rajouté un autre truc, ok, je sais pas qu'on a rajouté deux attributs. String, un champ entier, peu importe, ok. Et puis simplement je veux contrôler exactement ce qui se passe. Donc j'ai décidé que ce que je voulais c'était, quand j'écris cet objet, je veux écrire d'abord l'attribut âge et puis ensuite l'attribut str, ou l'inverse. Et puis évidemment, hein, je prends soin dans la lecture de faire l'opération correcte. Il faut que ce soit symétrique, sinon je vais avoir des problèmes. Et puis vous voyez que bien sûr, au-delà de ça, je peux faire des tas de choses qui n'ont rien à voir directement avec la sérialisation. Bon là, j'affiche simplement un petit message sympa pour montrer qu'on contrôle la situation. Et donc c'est bien moi, dans l'écriture de mon code, je vais pouvoir réaliser des opérations qui m'intéressent. Et entre autres, vous voyez bien l'utilité, c'est que dans la lecture, une fois que j'ai désérialisé tous les attributs qui étaient sérialisables, hein, bien sûr, parce que pour pouvoir les désérialiser, ces attributs âge et str, il fallait qu'ils soient sérialisables. Une fois que je les ai désérialisés, je pourrais très bien imaginer, par exemple, reconstruire les transientes. Par exemple. Monsieur, Oui. l'ordre de désérialisation. Ah bah non, c'est dans un fichier. Si j'ai écrit un entier, puis une chaîne, je dois lire un entier, puis une chaîne. Bon, puis là, il n'y a rien de bien mystérieux. Ce code-là est exactement le même que l'autre. Bon, j'ai simplement changé. Ça marche sur des objets qui s'appellent junkbis. Sinon, ça fait la même chose. Hein, j'ai rien changé ici. Je fais toujours writeObject dans un object output stream. Et puis ici, je fais toujours la même chose. C'est des files input stream. Et je fais la même chose. Simplement, c'est des junkbis, évidemment, puisque j'ai changé les objets. Donc, je vais pouvoir tester. Je vais pouvoir faire la transformation ici. Elle doit être assez rapide. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je transforme mon petit junk de tout à l'heure en junkbis. Donc qu'est-ce que je lui ai fait à junk je l'ai appelé junk, hein, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Je sais plus ce que j'avais mis. Un champ âge ici. Ok. Et puis j'avais implémenté les deux fameuses méthodes privées. Hein. Donc private, c'était quoi? C'était private, je ne sais plus quelle est la signature, donc je vais regarder la signature des deux fonctions. Ouais, c'est des voids évidemment. Donc c'est readObject avec un object input stream. Ok, l'autre c'est writeObject.
Ok, et puis j'ai plus qu'à remplir le corps de cette méthode. Donc ici, qu'est-ce que je devais faire? Je sais pas quoi, je vais afficher un petit message d'abord. Ça va être le petit message en lecture. Lecture d'un junk, ok. Là, ça va être écriture d'un junk, et puis je vais mettre les mécanismes de sérialisation juste derrière. Ok, et puis là, qu'est-ce que j'avais dit? Donc il faut que je range dans l'OIS. Qu'est-ce que je vais lire? J'ai décidé que je lisais d'abord l'entier. C'est read it ou on read integer, je sais jamais. C'est un read int, donc très bien. Et puis, donc de l'autre côté, c'est évidemment l'opération inverse. Donc quand j'ai écrit, j'ai fait un write int. Et puis une fois que j'ai fait la lecture de l'âge, il faudra que je fasse l'écriture de la string. Donc ça, c'est un, je sais pas quoi, un read UTF-8. Bon, c'est l'encodage des strings, très bien. Okay. Hop. Et puis de l'autre côté, c'est un write UTF-8, donc très bien. Je vérifie juste si c'est bien ce à quoi ça correspondait. Oui, évidemment, j'ai pas mis les exceptions. Ces opérations peuvent évidemment lever des exceptions. Je peux tenter de faire des choses qui ne sont pas possibles, donc très bien. Je marque mes deux méthodes. Qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, c'est rue d'UTF et pas UTF-8, donc ok. Ok. Bon, c'est bon, j'ai transformé ma classe junk. Faut que je transforme. Non, j'ai pas besoin de transformer ma classe. Si, il faut que je transforme légèrement serout parce que pour initialiser mes junk, là, il faut que je passe un paramètre supplémentaire. Donc, ok. Mais vous comprendrez que cette modification est vraiment mineure. Hein. Donc, la seule chose ici, c'est qu'il faut que je mette une valeur ici. Ok, je vais mettre 12. Je vais mettre. Voilà, ok. Très bien. Vraiment ridicule, hein. Ça devrait marcher. Donc java que serout.java, il faut que je recompile juste celui-ci. Vous remarquez que je n'ai pas touché à serin, normalement tout ça devrait fonctionner. Donc je vais sérialiser cette fois mes junk, mais cette fois j'ai le contrôle. Hein. C'est moi qui décide comment est-ce que je sérialise. Parce que j'ai implémenté la méthode writeObject dans la classe junk. Donc quand je le fais, vous voyez qu'évidemment, ça modifie légèrement les choses, puisqu'à chaque fois que j'ai tenté de sérialiser un junk, la méthode writeObject de ce junk-là a été appelée, et puis entre autres, elle affiche le message qui va bien. Ok? Donc maintenant, la lecture, elle devrait fonctionner de la même manière. Ça va appeler la méthode readObject de la classe junk, et donc, je vois qu'à chaque fois que j'ai lu un junk, j'ai lecture d'un junk. Puis à chaque fois que j'en ai lu un, je l'affiche immédiatement derrière. Okay. Donc là, j'ai le contrôle fin. Le codage, pour essayer de le comparer, mais il est probablement pas le même que si j'avais mis la sérialisation par défaut. Vous pouvez essayer de comparer. Mais évidemment, là, j'ai repris la main sur l'encodage. Ok ? Bon, si j'avais voulu, dans le contrôle fin, juste faire des opérations supplémentaires, vous voyez, pour l'instant j'avais, premier mécanisme, la sérialisation où je ne contrôle rien, je laisse Java faire. Mais du coup, j'ai un problème avec mes transientes. L'autre truc, c'est qu'il me donne la possibilité de reprendre la main. Mais la technique que j'ai utilisée, c'est que quand je reprends la main, je suis obligé de refaire toute en tout cas de définir la sérialisation moi-même. Qu'est-ce que je transporte? Et éventuellement, qu'est-ce que je reconstruis après le transport? Bon, je voudrais un intermédiaire. Ce que je voudrais faire, c'est avoir la main juste pour les transientes. Donc ce que je veux, c'est avoir la main pour pouvoir faire des choses supplémentaires, mais que la sérialisation standard se produise.
alors vous avez le droit d'utiliser une méthode spéciale qui s'appelle Default Write Object et Default Read Object. Et que si vous faites ça, eh bien simplement, toute la partie que j'ai implémentée là tout à l'heure, c'est-à-dire toute la petite partie qu'il y avait dans le junk, la partie ici, la partie qui est ici, hein, ces deux lignes là, ici et ici, j'ai pas envie de les réécrire. Là, j'ai que deux attributs, donc tout va bien, mais vos classes, surtout quand vous êtes en mode développement, vous rajoutez des attributs, vous en enlevez, machin, vous mettez pas les choses dans le bon ordre, ça devient pénible. Donc ce que j'aurais bien envie, c'est de remplacer toutes ces écritures-là par sérialise-moi l'objet par défaut, et puis je vais faire des petits trucs en plus pour moi. Bon, bah, là-dedans, j'ai juste à appeler le Default Write Object ou Default Read Object selon les cas. C'est ça que je suis en train de dire. Ok ? Ah, alors il y a un autre truc important pour la sérialisation. Bah, j'ai dit très bien. Je fais évoluer mes classes. Donc, ma classe junk, au début, elle ne fait pas grand-chose. Il y a juste une string. Après, j'ai rajouté âge. Après, j'ai rajouté des attributs, machin. Comment je gère ces histoires de compatibilité, quoi? Parce qu'il est évident que c'est toujours la même classe, mais elle a changé dans le temps. Donc, j'ai écrit des fichiers dans lesquels il y a des objets junk qui étaient des trucs que j'avais écrits il y a 3 mois. Il y avait 2 attributs dedans. Et puis j'ai transformé mon code, il a pas mal évolué, puis j'essaie de relire ces vieux fichiers. Malheureusement, je relis avec une classe junk qui a bien évolué, qui a des trucs en plus dedans, ou des trucs en moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, qui n'est pas la même qu'avant. Le problème, c'est qu'elle porte le même nom, donc évidemment, vous allez avoir des problèmes, entre autres les fameuses exceptions étranges. Enfin, vous risquez d'avoir des problèmes, en tout cas. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, vous avez la possibilité de définir une version en fait pour vos classes, un numéro de version pour vos classes. Si vous utilisez des éditeurs un peu intelligents, plus intelligents que ceux que j'utilise moi, je sais pas, Eclipse ou des machins comme ça, ou NetBeans, enfin tous les trucs javatesques. La plupart du temps, quand vous créez des classes sérialisables, ils commencent par vous gronder et vous mettre un warning et vous dit il manque le serial version UID. Et puis, en général, vous demandez à votre camarade qui lui vous dit bah mets-le. Alors à quoi ça sert? Bon, c'est pas très grave, vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est pour ça que ce n'est qu'un warning. Mais c'est fortement conseillé, donc il y a des outils qui les mettent carrément à votre place. Et puis surtout, souvent, hein, ça met un nombre affreux, quoi. Ça met un serial version UID puis un nombre à coucher dehors. Là. Ce nombre est obtenu comment? Bon, il y a un algorithme pour obtenir ce nombre, mais en fait, c'est pas très important. Vous pouvez choisir vous-même le nombre qui vous plaît. Donc, c'est simplement un numéro de version. Donc, normalement, vous devriez prendre soin, à chaque fois que vous faites évoluer votre classe, de faire évoluer ce nombre. Alors, vous pouvez partir de 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, il n'est pas possible d'essayer de relire un objet sérialisé avec la version 1 de la classe, avec la version 2 de la classe, ou une version différente, en tout cas, peu importe le numéro de version. Il n'y a même pas besoin de définir un ordre correspondant aux entiers. Donc souvent le nombre est horrible là. Le nombre est horrible parce que évidemment il y a un moyen, enfin Java, ces outils-là vous offrent un moyen de vous en sortir. C'est qu'en fait ce nombre, il est en général obtenu avec la classe elle-même. C'est-à-dire dès que vous changez la classe, ce nombre va être différent. Vous changez n'importe quoi dans la classe, grosso modo dans l'ensemble des méthodes ou le nom des méthodes ou le nom des champs, blablabla. Ça va immédiatement changer ce numéro-là. Donc en général, il y a un petit algorithme. Si vous faites de l'algorithmique, vous devriez avoir entendu parler d'étapes de hachage et des fonctions de hachage. C'est une fonction de hachage sur la classe. Donc ça définit un numéro unique, enfin entre guillemets, unique modulo le hachage, pour cette classe-là. Donc comme ça vous garantit, si vous laissez les outils faire, vous n'avez pas trop de problèmes. Ah, une autre sérialisation. Une autre sérialisation, c'est la sérialisation dite externe. Là, il y a une particularité en fait dans la sérialisation que j'ai faite jusqu'à présent. C'est que les objets, quand je les réveille, là, en fait, je crée des objets dans ma nouvelle machine Java. Vous êtes bien d'accord? Des objets qui n'existaient pas sont ressortis d'un fichier et apparaissent dans la machine Java. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu les utiliser après. J'ai affiché, je sais pas quoi, objet numéro 1, blablabla, etc. Je les ai utilisés comme des objets normaux. Je les ai créés.
Mais attention, je ne les ai pas créés n'importe comment. Hein. Je n'ai pas fait new. Hein. Donc la création de ces objets-là, via la désérialisation, si vous voulez, est particulière. Bon, maintenant, je peux vouloir une sérialisation dite externe. Donc c'est un autre mécanisme possible. Hein, là, j'ai utilisé un mécanisme interne à la machine Java. C'est interne, d'ailleurs, à la classe, en fait. Vous voyez que les méthodes readObject qui me laissent, qui me rendent le contrôle sur la sérialisation sont en fait incluses dans la classe. D'ailleurs, il y a une précaution, je n'ai pas dit au passage, mais vous avez peut-être remarqué que ces méthodes ont dans leur signature private. Sinon, ce serait dangereux. Hein. Pourquoi est-ce que ces méthodes sont private? Les méthodes readObject et writeObject dans le grain fin de la sérialisation interne. Alors, parce que si elles n'étaient pas private, donc si elles étaient par exemple publiques ou même protected, je pourrais, en trichant, aller voir ce qu'il y a dans les objets en fait. Je pourrais même modifier les objets. Et je violerais évidemment tout le mécanisme d'encapsulation et de contrôle d'accès. Donc, il ne faut pas que ce soit public ces méthodes. C'est un mécanisme interne à la machine Java, et je ne veux pas que les autres utilisateurs, enfin les autres parties du programme, puissent accéder à mes attributs. Sinon, ce serait facile, hein, je reviens là-dessus, si ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, mais c'est très important. Ici, dans mon objet junk, si je mets public, si j'imagine que je mettais ça public, je vais avoir des ennuis sérieux. Parce que si je mets public ici, vous me donnez un objet junk, et moi je modifie tout ce qui va bien sans passer par aucune de vos méthodes. J'appelle juste readObject, je lis l'objet, je transforme les données qui me sont renvoyées, et hop, je fais writeObject, paf, je modifie l'objet. Donc ça, c'est un peu dangereux. Hein. On fait tous les efforts qu'il faut au moment où on fait la conception de notre programme pour mettre les choses privées, pour les cacher, etc. Si jamais vous mettez ces choses-là publiques, vous avez des ennuis sérieux. Bien. Version de classe, sérialisation externe. Donc la différence, hein, c'est que dans la sérialisation externe, c'est à peu près ce qu'on imagine, c'est-à-dire que vous allez créer un objet, et puis vous allez utiliser les données du fichier pour le remplir. Donc il faudra des méthodes. Alors voilà à quoi ça va ressembler. Donc j'ai créé une classe junkter. Alors cette fois, ça ne s'appelle pas sérialisation, enfin, ça ne s'appelle pas sérialisable, ça s'appelle externalisable. Allez, c'est comme ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'il a cet objet junkter? Quelle est la différence par rapport à l'objet junkbis? Parce qu'on lui a rajouté, c'est dans le constructeur, on a rajouté un petit message. Et puis, les méthodes, cette fois, pour externaliser ou je ne sais pas quel est le terme, externaliser et désexternaliser, je ne sais pas comment, enfin bref, internaliser l'objet. Externaliser, c'est pour le sortir. GDL, et l'internaliser. Par contre, ces deux méthodes, elles sont publiques. Hein, regardez bien la signature, elles sont publiques, celle-ci, pardon. Le mécanisme est externe. Ok? Bien sûr, vous contrôlez tout, hein, mais de façon externe. Bien sûr, ça rend les choses un peu dangereuses pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Hein, c'est que maintenant que vous avez des méthodes publiques pour modifier l'objet, vous pouvez le modifier. Donc, il faut faire attention à l'externalisation, mais parfois vous n'avez pas trop le choix d'employer l'externalisation. Donc la différence, c'est que, évidemment, ici, je vais voir apparaître le fait qu'on va créer des objets quand on va vouloir les internaliser. Ce n'est pas le mécanisme de la sérialisation qui va faire comme si j'avais un objet endormi qui me le réveille. Donc en fait, la sérialisation ne me crée pas d'objets. J'ai dit que ça créait des objets, mais ce n'est pas vrai. Hein. Ça fait juste réveiller des objets déjà existants. D'une certaine manière, ils ne sont pas créés, même quand on les réveille. Alors que là, c'est bien le cas. Dans l'externalisation, c'est ça qu'on fait. Quand vous voulez ressortir un objet qui a été externalisé, enfin, réintégrer un objet qui a été externalisé, ce que vous faites, c'est que vous créez un objet, et puis vous utilisez tout ce que vous lisez en gros dans le fichier pour remplir les attributs. Et donc vous allez constater ici que bien sûr le constructeur va être appelé. Donc du point de vue du code, ça ne change pas grand-chose. J'ai rajouté un constructeur sans argument cette fois. C'est nécessaire. Et puis les deux méthodes de write external et puis read external. Alors le code principal du ser out,
La version 3 du SerOut dit qu'on fonctionne sur des juncters. Sinon, elle fait toujours la même chose. Hein. Elle fait des write object, write object, write object. Mais cette fois, ils sont externalisables. Donc la machine Java va faire des choses différentes. Elle ne va pas utiliser la sérialisation par défaut. Elle ne va pas utiliser la sérialisation à grain fin. Elle constate qu'ils sont externalisables, donc elle va appeler les méthodes write external. Enfin, la méthode write external. Puis dans la lecture, la méthode read external. Mais sinon, le code est le même, hein, ça ne change rien ici. Hein. Ça, c'est toujours le même code. La seule différence, c'est que la classe a changé. Bon, j'ai donné 3 exemples avec 3 classes différentes. Je vais simplement modifier, moi, mon petit bout de code pour constater que tout ça fonctionne bien. Donc, normalement, je ne dois pas avoir besoin de modifier ni ser in ni ser out, là, pour le coup. Je vais garder ma classe junk, il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il faut, c'est que je rajoute les petits mécanismes qui étaient dans la classe junkter, là. Donc, 1, le constructeur sans paramètres. Et puis 2, les méthodes write external et read external. Donc il faut que je transforme ma petite classe junk de tout à l'heure. Donc je vais faire cette opération, ça doit pas être bien compliqué. Donc première chose, je vais obtenir un constructeur sans argument, j'ai besoin de ça. Donc j'initialise une chaîne, enfin str à rien du tout et puis age à 0, je sais pas quoi. Je vais juste mettre un petit message. Je peux faire d'abord une autre expérience avant. Je vais pas mettre ce constructeur. Je vais pas mettre ce constructeur. Je vais juste modifier les read object et write object. Donc je vais mettre externalisable. Et puis c'est public ici. Ça doit suffire, je pense. C'est où write external, ok. Ok, donc là, la modification, hein, j'essaie de passer dans du sérialisable dans le monde des externalisables. Donc je modifie l'interface sérialisable en interface externalisable. Et puis je modifie les 2 méthodes qui étaient private read object et private write object en public read external et public write external. Ok? Alors, on va d'abord compiler junk pour vérifier que c'est bon. Oui, c'est object input, ouais, bon. J'ai évidemment pas modifié le truc, c'est-à-dire qu'ici c'est un object input, c'est pas un object input stream. Je vérifie juste s'il n'y aura pas d'autres erreurs. Ouais, c'est bon, ça devrait suffire. For IO exception, ça c'est bien. Ok. Oh, encore une. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, c'est object out. C'est une erreur de syntaxe. Non, c'est bon. Bah. Non, ça c'est pas grave parce que l'exception c'est plus général qu'IO, donc c'est pas le problème de l'exception. Qu'est-ce qu'il me raconte? Faut que je lise. Read external in junk cannot implement read external in externalisable. Pourquoi? Overriden method does not throw exception. Je sais pas ce que j'ai fait comme manip, alors attendez. On va faire un truc simple. Où est-ce que je suis là? J'ai fait l'idiot, voilà. Pourquoi est-ce que ça changerait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, n'importe quoi. Ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai changé de spécial ici? On va voir. Je vérifie juste. Pas grave, ok.
Donc j'ai le bon truc, hein, cette fois. Simplement la différence par rapport à l'exemple correct enfin complet du support, c'est que je n'ai pas mis le constructeur. Hein. J'ai bien pris soin de faire exprès de ne pas rajouter le fameux constructeur sans argument. Ok? Pour voir ce que ça va faire. Donc ça, normalement, hein, si je comprends bien, si je me rappelle bien ce qui est écrit, ça ne m'empêchera pas de sérialiser l'objet. Par contre, pour le réveiller, ça va être un problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réveil. L'externalisation, elle consiste à créer un objet sans paramètres, puis à faire le read external et à modifier ses attributs. Donc il faut bien qu'il y ait ce constructeur sans argument. Et là, je vais normalement observer que ça ne fonctionne pas. Donc si je fais Java serout, hop, il n'y a pas de problème, j'ai écrit l'objet, enfin j'ai écrit les objets, pardon. Par contre, si j'essaie de les lire, normalement, je devrais me prendre à la figure une exception. L'exception m'indique en fait qu'il n'y a pas de constructeur valide. Et oui, pour l'externalisation, il me faut un constructeur sans paramètres. Donc je n'ai pas le choix. Cette fois, on construit bien les objets. Donc je vais le faire. Je vais rajouter ce fameux constructeur qui fait rien là. 0, et puis simplement mettre mon petit message pour vérifier qu'effectivement, par contre là, à chaque fois, je vais bien créer des objets vont bien être créés. J'utilise Setor, c'est une terminologie plutôt C++, ça veut dire constructor. Hein. Mais c'est pas grave. Donc je compile junk, et cette fois ça devrait marcher. Alors il faut bien sûr que je resérialise le tout, parce que je ne sais pas ce qui va se produire. Réfléchissons, ça devrait aller. Donc je vais simplement essayer de les lire. Ouais, alors évidemment, j'ai fait l'idiot. Ça marche pas, bah évidemment, parce que je tente de lire des objets qui ont été externalisés avec une classe qui n'était pas tout à fait la même. Elle porte le même nom, mais il y avait... Quand je les ai écrits tout à l'heure, il n'y avait pas le constructeur. Bon, avec l'externalisation, il m'a mis les serial version UID qui allaient bien, je mets ces détails, mais c'est pas très grave. Donc ce qu'il faut, c'est que je recommence la procédure d'écriture. Donc cette fois, j'écris et je lis. Et là, on construit bien des objets. Le constructeur de la classe, le constructeur sans argument de la classe, sera appelé avec le mécanisme de l'externalisation. Ok. Alors, vous pouvez vouloir un format plus lisible pour la sérialisation, je ne sais pas. J'ai dit qu'il y avait plusieurs formats possibles de codage. Hein. Donc là, j'ai utilisé un codage interne à Java, hein, le fameux fichier, je sais pas quoi, junkobjects.bin, là, c'est pas tellement lisible pour les êtres humains. Si je veux un autre format, par exemple un peu plus lisible comme le format XML, alors je peux utiliser de la sérialisation XML de Java, mais simplement elle n'est pas disponible pour n'importe quel objet, parce que la sérialisation XML de Java est disponible pour les composants Java qu'on appelle des beans. Donc les Java beans, ce sont des composants Java, donc en fait c'est pas grand chose les Java beans, c'est pas un truc super mystérieux. Si vous tapez Java Beans, vous allez tomber sur des tas de pages super compliquées, essayer de vous expliquer des trucs compliqués sur les beans. En fait, il n'y a rien du tout compliqué. C'est simplement des objets qui doivent se conformer à certaines choses. À quoi? Bah, essentiellement, s'ils ont des attributs, ils doivent avoir ce qu'on appelle des accesseurs pour ces attributs, des accesseurs prédéfinis. Si vous avez un attribut color, bah, il doit y avoir une méthode de getColor et une méthode setColor. Voilà, c'est ça un beans. Ça n'est rien d'autre que ça. Bien sûr, si vous rajoutez cette petite contrainte sur les objets, alors on peut les utiliser dans des contextes beaucoup plus riches. C'est pour ça que quand vous tapez Java Beans, en fait, ce qu'on vous explique, c'est pas ce que c'est qu'un bean, c'est qu'on vous explique à quoi sert, enfin, quel est l'environnement dans lequel ces beans peuvent être utilisés. Et dans les beans, eh bien, on peut avoir besoin de sérialiser les objets. Et ces objets, assez traditionnellement, dans les beans, ils se sérialisent en XML. Alors comment est-ce que ça marche? Bah voilà un beans. Alors l'avantage des beans, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être sérialisables.
Parce que justement, si vous prenez soin pour un objet beans, donc c'est quoi un objet beans? Enfin une classe conforme aux beans de Java. Bah, c'est une classe, donc voilà, la John Quater. C'est une classe, ok. Vous voyez qu'elle n'implémente ni sérialisable, ni externalisable. Mais que pour tous ces attributs, name, âge, blablabla, qu'est-ce que j'ai? J'ai une méthode setName, une méthode getName, une méthode setAge, une méthode getAge. Ok, ça s'appelle des accesseurs. Vous avez les accesseurs en lecture ou les accesseurs en écriture. Je ne vais pas en revenir là-dessus, mais normalement, à chaque fois que vous créez des objets, vous devriez prendre soin, pour chaque attribut, de créer des accesseurs. Normalement, on ne doit jamais manipuler les accesseurs directement. Je ne vais pas faire un cours d'objet ici, ni de conception objet, mais il y a des raisons importantes pour lesquelles il faut faire ça. Donc finalement, ça, si vous lisez un ouvrage de conception objet, on vous explique ça, on vous explique qu'une classe correctement définie dans le monde des objets devrait avoir des accesseurs pour les attributs. Donc, finalement, c'est ça, un beans. C'est une classe Java correctement définie dans le monde intellectuel des objets numériques ou digitaux. Ok, donc vous voyez, ma classe, elle n'a rien de spécial. Hein. Un constructeur sans argument, pas de sérialisable, pas d'externalisable, des accesseurs pour les attributs. Donc évidemment, vous voyez bien que ça ne va pas être très difficile de le sérialiser, ce machin-là, puisque je peux faire getName, je peux faire getAge, donc il suffit que j'écrive ça dans un fichier et le relire. Il y a setAge et setName, donc pas de problème, quoi. Alors simplement, pour le sérialiser, si je veux les sérialiser en XML, alors je vais utiliser le XML encodeur. Donc au lieu d'utiliser un object output stream ou je sais pas quoi, eh bien, ce que j'utilise ici, c'est un XML encodeur. Donc, c'est comme tout à l'heure, je crée des junks. Je crée mon fichier de sortie. Alors, cette fois, je l'ai appelé .xml parce que dedans, ce sera du XML. Et puis, simplement, cet objet file output stream, je l'encapsule dans un XML encodeur. Non pas dans un object output stream, mais dans un XML encodeur. Donc, la sérialisation va être faite en XML. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais encodeur write object, encodeur write object, encodeur write object, blablabla. Quand j'en ai fini avec l'encodeur, je le ferme, enfin bref. Et puis la lecture, hein, c'est pas non plus surréaliste, c'est un XML décodeur. Et sans surprise, vous faites simplement des read objects dedans. Et alors, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un fichier XML qui simplement sérialise des objets. Alors ça, pour le coup, hein, enfin, modulo la lecture d'XML, c'est visible pour un être humain à peu près. Donc ok, vous avez l'entête XML, vous avez la version de Java qui avait utilisée pour sérialiser ici, et puis la classe qui a servi à faire la classe qui doit vous servir normalement à décoder. Et puis vous voyez, là on est en train d'écrire un objet, on donne sa classe, donc c'est un objet JunkWater, et puis on a dit qu'il avait une propriété âge qui était un entier qui valait 12, et puis il avait une propriété qui s'appelle name et qui valait A. On décrit les objets avec un format XML pas surréaliste non plus. Hein. C'est une syntaxe désagréable, mais il n'y a rien de super mystérieux. Alors maintenant, c'est vrai que c'est une partie que je n'ai pas mis dans les slides, là, je m'en rends compte. Il faudrait que je le fasse. Mais ok, je sais écrire dans un fichier. En fait, il n'y a aucune difficulté maintenant à transporter ces objets d'une machine Java à une autre. Il n'y a aucun souci. Je sais les écrire. Donc maintenant que je sais écrire un petit peu des clients et des serveurs, je vais essayer de transporter des objets. Donc je vais faire la médite toute simple qui consiste à avoir un serveur à qui vous pouvez balancer des objets. Donc on va balancer des objets très simples. Hein. Donc la version, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai dit que ce que je veux, c'est en fait une JVM qui va communiquer avec une autre et qui va balancer, donc celle-là elle va jouer le rôle de serveur, celle-là elle va jouer le rôle de client, et le client il va balancer sur ce machin-là auprès du serveur un objet, par exemple des junks, ok? Je
je vais créer des junks de ce côté-là, puis je les balance au serveur, lui il les récupère, il en fait ce qu'il veut. Ok. Donc je vais les sérialiser, mais simplement je vais les transporter dans un flux. Au lieu de les mettre dans un fichier, je les transporte dans un flux réseau. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut que je décide pour faire ça? Ok, la sérialisation, je vais utiliser la sérialisation Java par défaut, donc je ne vais pas me fatiguer de trop. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je décide quel sera le flux de communication. Je vais prendre un truc simple, je vais dire que je vais me placer en TCP. Et puis, il faut que je décide, donc du coup, côté serveur, quel sera le port TCP. Bon, je vais en prendre un au hasard, là, je vais prendre 61 234. Il y a peu de chances qu'il soit employé par autre chose. Si ça va pas, on s'en fout. On en utilisera un autre. Voilà. Donc ça, c'est plutôt celui qui lit, et ça, c'est plutôt celui qui écrit. Donc je vais partir du code de ser-in, je vais le transformer juste pour être un serveur TCP qui lit sur le port 61 234 et qui reçoit quoi? Un objet. Alors la première chose, c'est que je vais simplifier ma classe junk, ok, très bien. Donc je vais la redégrader en la classe la plus élémentaire possible. Donc c'est implement serialisable, ok. Donc j'ai plus besoin de ça. Ça c'est bon. Tac, tac, tac. Hop. Donc vraiment une classe très élémentaire. Hein. Je veux juste trimballer des objets comme ça devrait marcher. C'est mieux. Donc j'ai fait une petite manip que vous n'avez pas vue, mais qui consiste simplement à revenir à la classe junk du départ, où il y avait simplement ici deux attributs. J'ai conservé les deux attributs, un constructeur ordinaire, et puis juste la méthode toString, et c'est ça que je vais trimballer. Donc comme je veux le trimballer, je veux pouvoir l'écrire, le lire, j'ai besoin de le sérialiser, donc il est déclaré comme sérialisable. Je vérifie que tout ça fonctionne, enfin que la compilation de ce machin-là fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il faut que je transforme la première JVM, voilà, la partie lecture que j'avais, mon ser-in, là, qui me permettait de lire les trucs depuis un fichier, mais au lieu de les lire depuis un fichier, je vais les lire depuis un flux TCP, obtenu depuis une socket serveur TCP sur le port 61 234. Donc je reprends ça, donc il faut modifier quoi? Ok, il y a des exceptions partout, donc ça je m'en fiche. Object count, on s'en fout. Oh, ici, pourquoi pas. Junk object, on va laisser ça. Est-ce que j'en ai besoin? Ouais, ok. Et qu'est-ce qu'il me faut cette fois? Donc cette fois, je vais commencer évidemment, puisque c'est un serveur. Donc je vais commencer par créer une serveur socket, ok? Une serveur socket qui est attachée sur le port 61 234. Tout va bien. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je me mette en mode accept. Donc je vais faire à l'infini ce machin-là. Donc mon serveur, il va passer son temps à attendre une connexion entrante. Donc ça c'est la socket de service. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Oui, ça, la socket de service, je la récupère depuis ma socket serveur en faisant un accept. Rappelez-vous, accept, ça se met en attente d'une connexion entrante. Quand il y a une connexion entrante, qu'est-ce qu'on fait? On délègue la communication à une socket normale. Socket serveur, c'est juste un truc qui permet d'attendre une connexion entrante. Ok? Alors une fois que j'ai ma socket de service, je vous rappelle que sur une socket de service, on a... C'est un tube comme ça, dans lequel on peut, tout ce qu'on lit ici, tout ce qu'on écrit ici, on va le lire là. C'est un double machin. Hein. Et tout ce qu'on lit ici, on l'écrit ici. Ok? Une socket, c'est TCP, c'est full duplex, communication dans les deux sens. Donc il faut que je récupère les bons trucs. Donc la première chose, c'est qu'évidemment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je lise. Donc je vais récupérer le input stream de la socket. Donc ça va bien. Et le problème, c'est que sur cet input stream de la socket, donc je vais mettre mon serveur de ce côté-là, ok? Mon serveur il sera de ce côté-là, donc il va lire là-dessus. Et ce qu'il va lire, c'est un objet. Donc il faut qu'il transforme cet input stream, rappelez-vous, en object input stream. Bon très bien.
Donc j'avais mon quoi? Mon input stream de la socket de service. Ça, je le récupère comment? En faisant un get input stream. Ok. J'ai ma socket qui permet de communiquer. Je récupère le flux de lecture et je transforme ce flux de lecture en un flux de lecture d'objet. Une fois que j'ai un flux de lecture d'objet, bah, qu'est-ce que je fais? Je lis un objet dessus. Hein. Voilà. Voilà. Je fais des petits manips, c'est pas grave. Puis je fais ça à l'infini. Ok? Ça semble pas mal. On va déjà compiler. Try without catch, ouais, ça c'est normal. En fait, je m'en fiche parce qu'il y a des exceptions partout, donc j'aurais pas dû, je me suis fatigué pour rien. Voilà. Ouais, alors ça, c'est quoi? Oui, bah, il faut peut-être que je fasse les bons imports. Donc, il faut que j'utilise JavaNet. Il y a peut-être une faute dans l'algorithme, mais en tout cas, ça passe du point de vue syntaxique, donc je suis content. Il faut que je fasse la transmission. Ah bah, on va essayer de le lancer, on va voir. Normalement, c'est un serveur, donc il va pas faire grand-chose. Hein. Il se met simplement là, hein, il est en mode accept. Hein, il attend une connexion entrante, donc tant que je balance rien dessus, il va rien se passer. Donc maintenant, il faut que je m'occupe d'écrire la partie cliente, donc il balance, donc il fait l'opération inverse. Donc c'est pas très compliqué non plus. Hein, il suffit simplement que je transforme le serout.java. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Je vais simplement. Ouais, je vais faire ça. Je vais le modifier comme ça, vous allez voir. Simplement. Voilà, on va créer des junks avec les arguments qui sont transmis en ligne de commande. Donc comme ça, mon client, il sera paramétré avec ce que je balance en ligne de commande. Donc cette fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, il faut que j'essaie de me connecter sur une socket qui correspond à celle du serveur. Donc il faut que je me connecte sur ma machine locale, sur le port 61234. Ça doit marcher si je fais ça, non? Localhost. J'ai pas en tête tous les constructeurs. Mais une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse quelque chose de symétrique par rapport au serveur, c'est-à-dire il faut que je transforme le flux d'écriture que j'ai obtenu avec la socket qui m'a permis de me connecter. Il faut que je transforme en un flux, ce flux ordinaire, en un flux qui permet d'écrire des objets. Donc la transformation, elle consiste simplement ici à récupérer le getOutputStream. À récupérer l'output stream de la socket qui m'a servi à me connecter, et puis à balancer mon objet, c'est tout. Bon, je termine ma machine Java, il reste, voilà, a priori ça devrait marcher. Ouais, bon, ok. Ça compile, alors j'ai peut-être été un peu vite, hein, mais vraiment c'est très élémentaire, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de lignes de code. Première ligne, je crée un objet junk avec des arguments. Bon, il faudrait que je mette le nom du junk en commande, c'est tout, c'est arc de 0. J'essaie de me connecter sur la socket, donc je fais tout sur la même machine, mais je pourrais m'amuser à faire ça sur le réseau. Hein. Le problème, c'est que si je fais ça avec le Wi-Fi ici, il n'est pas sûr que j'ai le droit de faire passer des trucs sur le port 61234. Je ne vais pas me lancer dans des manips comme ça, mais vous essayerez vous-même. Et puis, une fois que j'ai réussi à me connecter, j'ai vraiment une socket disponible. Donc, des deux côtés, j'ai une socket. Il y en a une qui va chercher à lire un objet, pendant que l'autre va tenter d'écrire l'objet. Il faudrait peut-être que je fasse un flush pour que tout fonctionne bien. On va vérifier, mais je pense qu'il faut... Ça devrait se passer correctement. Object.out.flush, peut-être. Pour être sûr que l'objet est bien écrit. Je mets ça à tout hasard, mais... Donc maintenant, je veux écrire un objet. Je suis obligé de passer un paramètre. Hein, donc, il s'appelle Toto, mon objet. Paf. Vous avez vu que du côté serveur, il s'est passé quelque chose. J'ai balancé un objet qui s'appelait Toto et qui avait, dont l'âge était 12. Mais je peux balancer Tutu si je veux.
Ok. Donc là, je sais trimballer des objets. Là, c'est sur le réseau, donc ça n'a plus aucune importance le fait que ça fonctionne sur la même machine. Pourvu que sur le réseau, j'ai le droit de faire passer des choses sur le 61 234. Il n'y a pas de souci, j'ai transporté des objets de clients à un serveur, enfin peu importe sur le réseau. Je l'ai fait en TCP, je pourrais faire les mêmes manips en UDP, il n'y a aucun souci, simplement en UDP, il faut que je décompose mon objet, non pas sur un object output stream, mais il faut que je l'écrive sur un datagram packet. Cherchez, vous trouverez la solution. Et je vous suggère de nous arrêter là pour aujourd'hui.